C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, épisode post-Milton, je veux le dire comme ça. Je salue les gens qui ont subi l'ouragan floridien. J'ai passé les vacances cet été dans le sud-ouest de la Floride et on est parti juste avant Elena, le précédent ouragan qui était... Et puis oui, quand il fait pas beau dans le golfe du Mexique, on le voit de très loin, puis on n'a pas le goût de rester là, donc je peux comprendre que c'est toute une épreuve. Définitivement. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna, content de te voir. On va saluer nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. Après ton bulletin météo, c'est le temps le fun. C'est le fun d'avoir des bébelles technologiques. On fait un lien avec la météo. Quand tu es en déplacement, d'avoir ton téléphone chargé, d'avoir ton robot taxi qui t'amène chez toi, on va en parler. Écoute, je fais un lien complètement douteux. Mais c'est pas Tesla qui avait augmenté l'autonomie des véhicules par une mise à jour pour ceux qui étaient pris dans les zones. Oui, la dernière fois, ou il y a récemment. Et là, dans le cas de Milton, c'est pas Tesla, mais c'est Starlink qui est le service Internet de SpaceX là, par satellite que Musk a annoncé sur X nécessairement qu'ils allaient élargir la portée de la couverture de Starlink pour les téléphones cellulaires qui ont un accès à des services satellites pour pouvoir justement communiquer en cas de panne de réseau et ainsi de suite. Oh, quand même. Alors, on va parler dans cet épisode-là, on a déjà parlé de Tesla, on va en reparler, on va parler de processeurs pour bureau d'Intel, avec l'intelligence artificielle dedans, évidemment, il faut en parler, de stockage autonome de ces données. Je suis très curieux que tu m'en dises plus, très curieux, très tentant. On va parler de Roku, de raison d'acheter l'Apple Vision, attacher votre portefeuille avec de la broche. Ceux qui se retiennent, ceux qui disent « Hey, je devrais-tu mettre 5000 $? Ça? » Bon, on va vous en donner des raisons de l'acheter, l'Apple Vision 5000 Pro. bonnes raisons d'acheter l'Apple ou pas, hein? Ou pas, oui. on va juste vous en donner, vous faites ce que vous voulez avec ça. Et même de Huawei, j'avais une petite nouvelle là-dessus amusante, très curieux là-dessus, puis de jeux vidéo pour commencer. Ben oui, tu nous passes ça en parlant de Steam, dont on ne parle pas assez souvent. Oui, parce que je suis pas un joueur de jeux vidéo du tout. Les gens pensent que je passe mes soirées à jouer des jeux, mais j'ai été surpris de voir que Steam, maintenant, le service de vente de jeux vidéo en ligne, te mentionne maintenant, en tout cas aux États-Unis, que quand tu achètes un jeu, tu achètes une licence, tu n'achètes pas un jeu. Quand tu achètes un objet, tu le possèdes, tu peux faire ce que tu veux avec. Quand tu achètes une licence sur Steam, tu achètes une licence, tu n'achètes pas un jeu. Et ça, c'est suite, entre autres, au jeu The Crew d'Ubisoft, qui est disparu des librairies des utilisateurs. Certains l'avaient acheté il y a 10 ans, et à un moment donné, il est plus là, les serveurs ont fermé, et là, tu peux pas te revirer de bord, tu peux pas tenter de trouver une autre solution. Et donc, ceux qui ont des jeux en ligne, peut-être, je sais pas, protestez, réfléchissez, dites-vous que des fois, les DVD ont encore du bon. Oui, puis même chose, tous les services en nuage, la musique, quand on a une playlist et qu'on se désabonne de Spotify, est-ce que ça reste, tu sais? Oui. Et qu'on ferme son compte, il y a bien des choses qui disparaissent, là. Et là-dessus, c'est très drôle parce que je calculais que le prix des CD que j'ai achetés quand j'étais ado, c'était presque 15, 20 $, des fois plus que ça chacun. L'argent que je mettais par année, c'est beaucoup plus cher que ce que je paie maintenant pour Spotify. Et j'ai pas juste accès à quelques dizaines d'albums, j'ai accès à des milliers d'albums. Fait que moi, je trouve que globalement, j'ai encore une caisse de CD qui traîne à quelque part, qui valent $1 chacun si je les emmène dans une boutique de disques d'occasion. J'aurais peut-être aimé payer pour Spotify à ce moment-là pour avoir accès à plus de musique. Mais c'est un choix. Encore une fois, t'as pas l'objet. Tu gardes pas l'objet, puis il y a des disques que je trouve pas sur Spotify. Ça me rend très triste. Ouais. On va tourner rapidement puis sur un coin de rue, là, comme ça, à 90 degrés, vers le marché du téléphone sans fil. C'est extrêmement opaque ce créneau-là parce qu'on en a parlé cette semaine, mais on en a parlé dans le passé aussi. Les fameux frais d'itinérance, hein, quand on sort du pays et qu'on veut utiliser son téléphone cellulaire, c'est très opaque parce que les chiffres par rapport à ça ne sont pas publiés de façon très claire par les fournisseurs qui gardent ça, qui amalgament ça souvent dans des frais accessoires et plein d'autres affaires. Et là, le CRTC, cette semaine, a mis son pied par terre, a dit « Ça y est, je trouve que les frais d'itinérance au Canada sont trop chers. » Et il demande aux fournisseurs de revoir la formule, en tout cas. Il donne jusqu'au 4 novembre aux fournisseurs pour arriver avec une solution à ce problème. L'exemple que le CRTC donne, c'est qu'il y a des frais d'itinérance qui ont augmenté au fil de la dernière année et demie environ.
Cela dit, les fournisseurs, puis je regardais, c'est vrai, les fournisseurs incluent de plus en plus l'itinérance aux États-Unis, en tout cas dans leur forfait de base, pour, je pense que c'est 10 $ par mois de plus, ou même souvent moins que ça. Donc, il y a façon d'éviter ces frais-là. Mais quand on n'a pas de forfait, effectivement, c'est un créneau où il y a des gros sous qui se jouent et qui finissent par coûter cher quand on part en famille et qu'on oublie de désactiver ces fonctions-là. Donc, j'ai hâte de voir où ça va mener un peu tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est que ça risque de coûter moins cher. Ce que je discutais avec des spécialistes du secteur, ce dont je parlais cette semaine, et ce qu'ils me disaient, eux, ils s'ennuyaient de l'époque où on pouvait être facturé à l'acte, c'est-à-dire que quand tu arrivais quelque part et que tu avais besoin d'envoyer juste un texto dans toute ta semaine, tu étais facturé pour le texto et non pas pour l'ensemble de la journée ou l'ensemble de la semaine ou peu importe. Donc, c'est peut-être ça qui va revenir. On va peut-être réintroduire l'itinérance à l'acte. C'est le pari qu'on fait, en tout cas. C'est ça, ben oui, tu arrives à destination, je suis bien arrivé à l'hôtel, tout est beau, ça te coûte 50 sous. Voilà. Encore une fois, si t'en envoies 50, ça vient vite coûteux, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on se rend pas compte qu'il y a des gens qui utilisent très, très peu, puis il y a des gens qui utilisent énormément. Fait que la formule très, très peu, c'est ça. Je pense qu'il y a peu d'entre deux. Tu parlais de frais d'itinérance, comment les diminuer. Moi, je vais te parler de raisons d'acheter le Vision Pro. De dépenser plus. Non, mais t'as économisé sur tes forfaits d'itinérance. Il va peut-être te rester 5 000 $ pour acheter le Vision Pro. Apple a mis le film Submerged de 17 minutes, une expérience, un court-métrage qui a été filmé pour le Vision Pro. Et évidemment, tu regardes la bande-annonce. Écoute, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où on dit with the Apple Vision Pro. Il te le répète, là, mais tellement de fois. En vidéo spatiale. En vidéo spatiale, ben oui, parce que tu fais de l'informatique spatiale. Filmé en 180 degrés, donc une expérience très, très, très immersive. Ils ont filmé un studio. Écoute, je suis très curieux. J'ai cherché le budget de ce petit film-là. On peut l'écouter gratuitement si on a un Vision Pro, évidemment. Il va y avoir des films au cours des prochains. On annonce une série d'expériences, de films qu'on va pouvoir regarder avec le Vision Pro. Question d'en montrer les capacités et peut-être d'augmenter l'intérêt de se le procurer. On va voir des films de basketball, un concert personnel avec Ray, la chanteuse, je sais pas comment ça se prononce, ça, ouais. Ray, j'imagine, et surtout un vidéo d'apnée sous glace, Dive, qui va être là en décembre. Moi qui a fait de l'apnée sous glace, ça va être spectaculaire. Le film Submerge, ça fait partie des films de sous-marins, qui est un sous-genre de film assez particulier qui personnellement me fascine. Je sais pas, c'est le film Red October, Hunt for the Red October, le côté claustrophobique d'être dans un sous-marin, c'est assez génial. Et puis le film se passe dans la Seconde Guerre mondiale, un autre genre de film donc, bien hâte de voir ça. Ça va commencer aux États-Unis. Il va en avoir régulièrement en 2025. Ça va varier les sous-titres selon le pays et la région. Alors, je comprends qu'ils sont disponibles au Canada, mais peut-être pas en français dès le départ. Je sais pas si sous-titré, je sais même pas, mais effectivement, il y a au moins la bande-annonce qui annonce la venue du film sur l'accueil de la boutique Apple sur la Vision Pro, là, ça c'est certain. Et donc, tous ceux qui ont des Vision Pro, dites-moi comment c'est. Ça va me faire plaisir. Est-ce qu'on va pouvoir faire un essai en magasin et prendre 17 minutes pour regarder l'expérience? Est-ce que ça va valoir la peine de l'acheter? Mais il semble que ça change le cinéma. Ah oui? Ça change. C'est comme le 3D, hein? Ou l'odorama. C'est qui, là? C'est le réalisateur hollywoodien, James Cameron, qui a dit « Ah, c'est une nouvelle façon. » Mais lui, il a fait de Avatar en 3D. Oui. Puis là, il a pensé en 3D. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence. Un film pensé pour le 3D, conçu avec des caméras, versus un film trafiqué pour devenir en 3D avec des effets numériques, c'est pas la même chose. Effectivement. Une vision artistique, là, qu'on veut pas juste te mettre des trucs dans le visage pour te donner... Et on veut... Ça peut aller plus loin. Bien vu. Parlant d'aller plus loin, HBO est allé à l'autre bout de la capacité de ce qu'il pouvait faire en termes de découvrir qui est l'inventeur du Bitcoin. C'était ce qu'on promettait avec un documentaire qui a été diffusé mardi dernier, là, où on promettait d'identifier l'inventeur du Bitcoin. Et on a nommé un Canadien qui s'appelle Peter K. Todd, qui non seulement immédiatement après le documentaire, mais même pendant le tournage du documentaire, alors qu'il se le faisait demander, il a dit « Ben non, franchement, c'est pas vrai, c'est des blagues. » Et il a même dit, quand ça va sortir, vous allez voir, les gens vont bien se marrer. Et il avait raison, parce que les réactions étaient presque unanimes en disant, ben voyons donc, HBO, que faites-vous là? Le nom du documentaire, c'est Money Electric, The Bitcoin Mystery. Si vous voulez retrouver ça, j'imagine que ça doit être en rattrapage quelque part dans les internets. Ça relance un peu qui est Satoshi Nakamoto, n'est-ce pas? Le fameux pseudo là, de l'inventeur de la crypto-monnaie. L'affaire,
c'est qu'il a cessé brutalement, subitement, de collaborer au développement du Bitcoin en 2011. Et il y a un des noms qui étaient les plus populaires avant que HBO sorte avec M. Todd, là, c'était Len Sassaman, qui est un programmeur qui était très impliqué dans le développement des technologies de blockchain et tout ça, qui est mort en 2011. Donc, ça pourrait expliquer. Et la question, c'est qu'il y a 1 million de Bitcoins détenus par Satoshi. Et on ne sait pas qui les a sous la main, mais ça, je pense que ça équivaut à quelque chose comme 84 milliards de dollars ou un truc comme ça. Donc, c'est quand même une grosse fortune. Et on se demande tous qui a ces millions de bitcoins. Ouais. Et la question, la rumeur, c'est que la clé a été perdue, fait que ces bitcoins-là sont plus exploitables. Mais si quelqu'un se lève un matin et décide de les utiliser, ça peut changer le cours de la crypto-monnaie. Ben oui. Un des trucs, et je sais pas si t'as entendu ça, que le FBI, le CIA et compagnie ont saisi des crypto-monnaies et auraient une grosse quantité de crypto-monnaies, ben oui, qui pourraient, s'ils désirent, supprimer, changer le cours complètement, soit le faire chuter très très vite en liquidant leur Bitcoin d'un coup. Et j'ai lu une théorie de conspiration, j'aime beaucoup ça, que ce serait justement les services secrets qui auraient lancé une crypto-monnaie. Il y en aurait lancé une pour tenter le terrain, parce que les criminels sont très intéressés par la façon de distribuer de l'argent, les grosses sommes, sans laisser de traces. Et là, ben, tu es un service secret, tu rassembles l'info, tu rassembles les preuves, et tu fais disparaître tout cet argent-là. Tu ruines des criminels, j'ai pas beaucoup de pitié là-dessus. Il y a quelque chose de très taoïste à ce procédé de jouer, tu sais, pour les forces de l'ordre, de jouer le jeu des criminels en disant on va embarquer, tu sais, ce qui fait que tu as besoin des criminels pour avoir la police, puis tu peux pas éliminer les criminels pour justifier l'existence de la police, donc tu dis bon, on va faire comme eux. Et là, pouf, mais ça serait surprenant qu'un jour ça disparaisse parce que il y avait tout le réseau cellulaire de téléphonie cryptée. C'était le FBI ou le CIA qui était derrière ça. Ben oui. Tous les criminels utilisaient un système de communication qui était écouté et conçu pour être... et là, ils ont pu faire une rafle incroyable. C'est assez flayé. Ouais. Passons maintenant à Huawei. Ben oui, écoute, parlons de Huawei. On en parle, ça continue de... Bon, ils ont fait leur téléphone plié en triple dernièrement. Ils vont annoncer Harmony OS Next. Et ce qui est amusant là-dessus, c'est qu'il n'est plus basé sur Android, la version libre d'Android. Ah oui. Ça va être lancé avec le Mate 60, le Mate X5 pliant, le Mate Pad Pro. Nouveau système d'exploitation qui n'est plus compatible avec les applications Android, conçu là, Pure Blood, là, il paraît qu'il serait 100% développé par eux. On en prend, on en laisse, parce qu'ils ont dit ça un peu quand ils ont lancé Harmony OS au début, c'était une version d'Android, mais qui était non, c'est nous, c'est juste, c'est ça. Donc, bien hâte de voir comment ça va tourner. Est-ce que ça va être un système qui va être assez intéressant pour que, j'imagine qu'on va par la bande avoir d'autres entreprises qui vont utiliser ce système-là. Il faudrait qu'il soit libre ou ouvert d'une façon ou d'une autre, effectivement. Ben oui, on va avoir des produits chinois qui risquent d'arriver sur le marché canadien avec les avantages et les inconvénients de ce système-là. Bien hâte de voir, parce qu'on sait que le système chinois, habituellement, c'est assez contrôlé, puis il y a beaucoup de portes de sortie, puis de façons de te faire surveiller. On y revient avec les aspirateurs connectés dans quelques secondes. Ben, entre-temps, parce qu'on parle un peu de ces choses-là indirectement, là, les boutiques, les plateformes et Android ont défrayé la manchette cette semaine parce qu'on a appris que la justice américaine voulait que Google ouvre son Play Store à des boutiques d'applications tierces et donc que ces boutiques d'applications-là soient offertes à même le Play Store sur les téléphones que ça concerne, j'imagine. C'est un juge de la Cour de district de Californie, je pense, de San Francisco, qui a dit « le Play Store sur la plateforme Android, c'est un monopole, c'est une pratique illégale. » Et donc, Google devra, pendant au moins 3 ans, offrir des solutions alternatives à même le Play Store. Microsoft est prêt, aurait une boutique Xbox là, qui ne demande qu'à être insérée dans le Play Store pour vendre ses propres jeux. Peut-être sa suite d'outils de productivité, on le sait pas. Mais il y en a d'autres aussi qui doivent attendre impatiemment Amazon, entre autres, de rentrer dans Android un peu plus dans le gras. C'est pas fini pour Google non plus parce que on va bientôt apprendre aussi ce que la justice américaine va demander pour la plateforme publicitaire de Google, les outils publicitaires, où on a déjà déterminé que c'était aussi... Il y avait certaines pratiques illégales là, du côté de Google pour forcer le marché à faire affaire avec ces outils.
Donc, Google est en pleine déroute, les amis. Ça va pas bien de leur côté. En plus des critiques sur le référencement, le moteur de recherche qui est plus très bon. Il y a vraiment beaucoup de façons de critiquer Google ces jours-ci. Et clairement, c'est un sale moment pour... Même Gemini n'est pas suffisant pour corriger tous ces problèmes-là. Tu dis ça, c'est une compagnie qui vaut quand même plusieurs milliards de 2000 milliards de dollars américains, ben oui. Et puis Apple a eu des questionnements similaires. Ouvrez votre marché, et ainsi de suite, puis il s'en sort plutôt bien. Fait que je suis pas trop inquiet, mais tu as raison que ça brasse. Le fait d'ouvrir le marché, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des avenues pour les consommateurs, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Oui. L'ouverture. On aime ça, l'interopérabilité et la possibilité. On aime ça le prononcer sans cafouiller, en tout cas, ça je peux te le dire. Je l'ai dit dans ma douche, j'ai réussi à le faire correctement. Interopérabilité. Ouais! Ça se dit bien. Écoute, c'est drôle, il y a une amie, Lisandre, qui travaille en cybersécurité, qui me dit, j'ai un aspirateur robot, et je me suis rendu compte qu'il envoyait des données sur des serveurs louches chinois. Et je vois une nouvelle des aspirateurs robots Ecovacs qui utilisent des photos, des vidéos et des enregistrements vocaux de ton aspirateur robot pour améliorer les modèles de la compagnie d'intelligence artificielle. Là, quand est-ce qu'on parle à son aspirateur, juste pour le fun? Non, mais tu es dans la maison, l'aspirateur passe, tu jases, tu es en réunion, tu discutes, tout ce que tu dis pourrait être enregistré et utilisé pour les modèles d'intelligence artificielle de la compagnie Ecovacs, les photos, les vidéos, et qui ne s'est jamais promené tout nu autour de son aspirateur robot? Qui? Moi, il me semble que c'est des fois, tu t'en vas prendre ta douche, l'aspirateur, t'as de la visite qui s'en vient, tu prends ta douche, tu défiles dans ta flamboyance. Tu passes la balayeuse en même temps, ben oui. Exactement, tu passes l'aspirateur robot en même temps. Et c'est très drôle, parce que j'ai demandé à mon ami, je disais, hey, ton aspirateur, est-ce que c'était un Ecovac? Elle dit, non, c'est une autre compagnie qui s'appelle Elephant. Fait que c'est pas juste les Ecovacs qui font des connexions à des serveurs louches. Méfiez-vous si vous achetez des produits. Et ça va être un gros enjeu, je crois, au niveau de la sécurité, du support. On a parlé des jeux qui disparaissent parce que notre licence marche plus. On achète des produits qui coûtent pas cher, mais oups, ça se connecte à des serveurs chinois. Ça te demande d'installer des applications qui, des fois, vont prendre plus d'informations que ce qui est strictement nécessaire. Je commence à être un peu... j'ai parlé de mon otoscope connecté de la compagnie Beebird. Et là, je me dis, quand j'ai installé, c'est une application chinoise, je sais pas, ça prend des photos, ça prend des vidéos, est-ce que ça transmet ça pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, de détection des trucs de l'oreille? Je le sais pas. Il faut regarder les petits caractères, puis... c'est pas toujours clair qu'est-ce qui se passe et des fois ils peuvent ne pas l'écrire et le faire quand même. Faut rester vigilant. Ben oui. Merci Pascal. Ce sera la fin de nos espressos de tech parce qu'on va maintenant passer dans l'allongé. Toujours dans l'allégorie, pas dans l'allégorie, la métaphore du café. Mais avant de parler d'actualités plus costaudes, parlons de notre partenaire InfoBref, qui est toujours là au début de nos actualités à chaque semaine à une tasse de tech. InfoBref, vous le savez, parce qu'on le dit à chaque fois qu'on vous en parle, c'est une infolettre qui tombe pif-paf dans votre inbox le matin à 5 heures. Donc aux aurores, là, à cette heure-là, même les oiseaux ne chantent pas. En tout cas, pas ces jours-ci. Et qui vous dépose comme ça tendrement 10 actualités très courtes, très brèves. Ça prend 5 minutes à lire et vous savez pas mal ce qui a besoin d'être su pour aller ensuite attaquer votre journée du bon pied. Les 10 grosses nouvelles de la journée, ça couvre pas mal toute la journée. Il n'y a pas de sport, par exemple. Il n'y a pas comme InfoBref Sport pour les sportifs. Là, ça prendrait une ligne ouverte, puis ça serait tout un autre truc. Mais pour ceux que ça ne dérange pas, allez-y, infobref.com, c'est gratuit. Est-ce que c'est parce que tu lis les nouvelles du sport que tu es sportif? Moi, je pense qu'il n'y a pas de corrélation. Bonsoir les sportifs. Mais j'avoue que c'est effectivement un glissement de sens. Parce que les gérants d'estrade ne sont pas tous ceux qui courent le plus vite. Je veux dire ça comme ça. On va parler d'une nouvelle génération de processeurs. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'attendait, parce qu'on avait déjà parlé de Lunar Lake il y a quelques semaines à une tasse de tech. Et là, Intel vient de présenter Arrow Lake, des puces pour les PC IA qui semblent plus se destiner aux desktops, aux ordinateurs de bureau. Quoi qu'on a aussi parlé d'ordinateurs portables, mais probablement un petit peu plus puissants là, que Lunar Lake. C'est le même principe, hein? On a un GPU, un CPU et un NPU, donc processeur graphique, un processeur neuronal et la fameuse unité centrale de calcul. Ça s'inspire évidemment lourdement de Lunar Lake, vous l'aurez compris. Évidemment, ça propulse en fait la prochaine génération de processeurs Intel Core Ultra 5, 7, 9. Il y a 5 nouveaux processeurs spécifiquement qui ont été dévoilés par Intel cette semaine. C'est des processeurs multicœurs nécessairement qui sont à peu près moitié-moitié composés de cœurs
Puis là, ça commence à être compliqué, mais on parle de cœur économique, donc moins performant, et de cœur plus performant, donc des unités de calcul qui sont plus puissantes et donc qui sont moins énergivores. Pour les fins connaisseurs, c'est un mix de Skymount et de Lion Cove, si vous êtes des fins calés chez Intel. Ils ont des surnoms pour tout, c'est fou. Non, moi, quand ils partent là-dedans, là, des fois, je pense que les gens d'Intel réalisent pas que... Là, on va vous parler de Arrow Lake, qui est maintenant Intel Core Ultra. Puis là, il y a comme 8 SKU, puis là, il y a des qui partent là-dessus, puis les autres, qui connaissent tout ça. Puis tu dis, pour le consommateur, moi, je veux juste une puce performante qui consomme moins d'énergie. Puis pour un ordinateur de bureau, on s'entend que la consommation énergétique, c'est moins un enjeu, parce que tu es branché dans le secteur, tu n'as pas de pile. Sauf que, comme c'est moins chaud, comme ça consomme moins d'énergie, ça va baisser la température de ton processeur. Ça va le permettre de performer plus efficacement avec moins de ventilation. Exact. Et ça, je commence à trouver ça intéressant. On parle d'une réduction de consommation d'énergie la plupart du temps qui va de 30 à 80 watts sur une consommation généralement de 300 à 450 watts peut-être. Donc, on parle d'un 25, 20, 25, 30% de gain dans certaines applications et d'une baisse de la température moyenne de 10 à 13 degrés Celsius. C'est quand même pas négligeable, effectivement. Ça permet aussi, évidemment, aux processeurs et aux composants de mieux fonctionner plus longtemps parce que la chaleur n'est pas l'ami nécessairement de la performance. Ils ont utilisé comme exemple Assassin's Creed Mirage, le fameux jeu d'Ubisoft, justement, pour présenter ces statistiques-là. Et on parle d'un gain à performance égale, là, un gain de... L'indicateur, c'est la performance par watt, donc un gain de 10 à 20% en termes de consommation d'énergie, donc c'est quand même pas si mal. Les processeurs dont on parle, c'est Core 5, Core 7, Core 9, Core Ultra, je devrais dire. Ce sont des processeurs conçus pour des gens qui font quand même une utilisation assez intensive de leur ordinateur. Le Core Ultra 9, c'est le top du top. C'est pour les gamers qui ont besoin de cette milliseconde, de cette fraction de degrés Celsius ou je ne sais trop. Il y a plein d'outils de sur-cadençage, du overclocking qui sont offerts par Intel pour aller avec ça, qui permet d'aller chercher encore plus de puissance moyennant quelques compromis, n'est-ce pas? Et ce qu'on dit chez Intel, c'est que j'ai trouvé deux choses intéressantes. La première, et c'est tout à l'honneur d'Intel, c'est qu'on réalise que les applications d'intelligence artificielle ne sont pas entièrement conçu pour utiliser le NPU, le processeur neuronal. Donc, l'ajout d'un NPU n'est pas nécessairement la grosse affaire qu'on pensait. Au contraire, le GPU, le processeur graphique, reste le moteur, la machine qui fait vivre les applications d'IA générative surtout. Et ce qu'on essaie d'offrir maintenant, c'est des solutions logicielles pour que les programmeurs puissent shifter cette consommation-là ou cette performance-là vers le NPU pour l'utiliser de façon un peu plus costaude. Ce qu'on calcule chez Intel, c'est qu'en utilisant les outils logiciels qu'ils proposent, justement, on peut réduire la charge sur le CPU de 10%, sur le GPU de 30% et utiliser seulement 5% de plus du NPU. Donc, il y a vraiment des gains là qu'au niveau logiciel, on peut faire grâce à des nouvelles puces comme celle-là. L'autre chose qui m'a fait rigoler, c'est qu'Intel a présenté toutes ces nouvelles puces-là et a dit, avec ces puces-là, on est confiant qu'on est pas mal à peu près au même niveau de performance que nos concurrents. On admet, sans trop le dire, qu'on est en mode rattrapage. J'ai trouvé ça assez écoute, c'est très drôle parce que moi, ce qui m'a surpris, c'est quand ils ont dit « Ah, le futur est rose chez Intel. » J'ai dit « Ah, tiens, vous voulez... » Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est quand même tellement une compagnie importante. Quand tu parlais de mode rattrapage, c'est un peu ce que je sentais dans leur présentation, ce qui est tout à leur honneur. Ils travaillent fort. C'est quand même des ingénieurs. C'est quand même une compagnie qui est établie, qui a des bonnes façons de faire. Mais oui, on sent que par rapport à... Qualcomm par rapport aux autres entreprises. AMD, AMD et compagnie. Dans mes notes, j'ai vu, écoute, ça m'a surpris, il disait que le processeur de bureau, moi je m'attendais à ce qu'il soit très costaud au niveau des NPU, 36 stops, même pas assez pour se qualifier comme copilote plus PC. Les laptops ont plus de NPU que la version de bureau. Et encore une fois, comme tu l'as mentionné, c'est parce qu'ils disent « c'est que les gens vont avoir des cartes graphiques qui vont faire le gros du travail. » Il me semble que j'aurais fait 4 tops de plus pour avoir au moins le standard minimum dans ton ordinateur de bureau. Copilote PC plus, c'est pas justement destiné spécifiquement aux portables. Pour les portables, c'est pas impossible, mais... 4 de plus. T'as un ordinateur de bureau qui a au moins les tops de ton ordinateur portable. Ça devient un peu absurde qu'un ordinateur de bureau ait moins de tops. Puis encore une fois, c'est des chiffres qui veulent pas dire grand-chose, mais je trouve ça drôle. Peut-être que les gens achètent des ordinateurs de bureau de plus en plus pour des applications spécifiques. Là, on parlait beaucoup de gaming et de créateurs de contenu, donc de l'édition vidéo, entre autres.
création d'images et ainsi de suite. Donc c'est peut-être justement pour ça où l'IA est peut-être moins utilisée, allez savoir, je sais pas. Et sais-tu ce que j'ai cherché? J'ai réalisé qu'il paraît que ça existe, mais que c'est très, très, très coûteux, des cartes qui seraient uniquement consacrées à l'intelligence artificielle avec des NPU dans le plancher. Et j'en ai pas vu. J'ai pas vu une carte qui dit, OK, cette carte-là est... Comme une espèce d'adaptateur périphérique Black 200 Magic, tops, là, ouais, qui fait que ça. Je l'ai pas trouvé encore. Ça va peut-être s'en venir. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire. Mais les cartes graphiques le font. Comme tu dis, c'est pas une mauvaise idée de Intel d'avoir réfléchi à ça puis de dire, ben écoute, on n'a pas le... Juste pour finir sur Arrow Lake, c'est une plateforme qui est compatible avec Thunderbolt 4 et bientôt 5, Wi-Fi 6E et bientôt 7, Bluetooth 5.3 et bientôt 5.4 et Ethernet built-in 1 gigabit et bientôt 2 gigabits en option. Donc, c'est quand même, écoute, c'est correct, c'est dans le temps, c'est bien, ça arrive à point nommé, parce que toutes ces technologies-là sont en train d'entrer dans le marché, mais on n'est pas à ce point-là future-proof. Il y a clairement d'autres générations qui s'en viennent dans l'année et demie à venir, et c'est ça qu'on voit là. Ben, ceux qui veulent remplacer leur processeur, j'ai vu que c'est à partir de 294 US pour le processeur de base. Évidemment, qui sera peut-être pas celui que les enthousiastes vont aller chercher. Ça va jusqu'à 589 pour les modèles qui sont proposés. Comme tu dis, première génération. 589, c'est US. Fait que juste pour le processeur de son ordinateur, on est dans les 800$. Il faut faire attention avant de l'installer. Il paraît que la hauteur du processeur est légèrement différente. Fait qu'il faut s'assurer quand on met son refroidisseur dessus que c'est bien installé. Tout fonctionne. Aïe, aïe, aïe. Oui. Il semblait dire que, quand vous allez l'installer, assurez-vous que le contact avec OK. Les installateurs vont avoir du plaisir. On va aller chez sa petite boutique d'électronique puis on va leur demander de le faire pour nous. Si ça craque quand tu l'installes, c'est pas bon signe. C'est une bonne idée, effectivement, conseil. Dans le département du podcast tête du tout, il y a les robots taxis qui s'avènent chez Tesla. Ah oui. Ben oui. Écoute, d'ici 2-3 ans, Alain, on va pouvoir entrer dans un taxi 100% autonome. Encore mieux, Alain, tu vas pouvoir t'acheter un robot taxi ou plutôt un Cybercab. Merci beaucoup. Tesla a changé en cours de route dans son appellation. Donc, appellation officielle, ce serait Cybercab. Écoute, Elon Musk qui prédisait en 2019 qu'en 2020, il allait avoir 1 million de robots taxis sur la route parce que le concept, c'était que tu achetais une Tesla et comme elle était 100% autonome, tu pouvais, pendant que tu dors, pendant que tu l'utilises pas, pendant que tu travailles, l'utiliser comme taxi, rentabiliser. Elle revient te chercher le soir, te ramène à la maison et peut continuer de travailler pendant que tu n'es pas là. Écoute, dans ce cas-ci, ce serait d'ici 2-3 ans, j'essaie de le dire sans rire, c'est difficile. Conduite 100% autonome. Des choses vraies, tout le monde sait ça. C'est ça. Déjà qu'on annonce que la conduite 100% autonome des modèles 3 et Y de Tesla serait en 2025 en Californie et au Texas. On devrait l'activer bientôt. Ceux qui ont déjà une Tesla au Texas et en Californie vont se réjouir. Le Cybercab est évidemment très futuriste. Il y a des portes qui s'ouvrent un peu. Est-ce que c'est comme une moi, je pense à DeLorean, mais c'est pas exactement... Des portes à goélette? C'est pas exactement comme ça. C'est plus qui se lèvent comme des... Lamborghini qui s'ouvre. Écoute, c'est très beau, très, très beau. J'ai vu que la recharge était par induction plutôt que par prise. Alors, je soupçonne que c'est pour se positionner au-dessus d'une zone de recharge ou s'approcher d'une zone de recharge pour être rechargé sans avoir besoin qu'un humain la recharge, se déplace et branche la prise ici. Dans le Cybercab, attention, il n'y a pas de volant ni de pédale. Alors, il faut vraiment faire confiance à la technologie. Et selon Elon Musk, d'ici 2-3 ans, toujours, voyons donc, 10 à 30 fois plus sécuritaire que la conduite avec des humains. Et encore une fois, ce serait environ 30 000 $ américains. Encore une fois, j'ai un gros doute que ça va être le vrai prix du véhicule, mais tu vas pouvoir le rentabiliser en le laissant faire de l'argent pendant ton sommeil. Je veux dire, il y a déjà des services de taxi robotisés sur les routes en Californie et à Phoenix, me semble, dans la région de la ville de Phoenix. Donc, c'est possible qu'on voit des robots taxi Tesla. Est-ce qu'ils vont ressembler à ce qui a été présenté cette semaine? C'est à suivre nécessairement, mais le principe existe déjà.
Oui, oh oui, c'est tout à fait. Puis je comprends que la progression est très, très rapide. Ça développe par vague. Puis dès que ça va débloquer, ça va être fonctionnel. La sécurité, j'y crois. Je crois sincèrement que les robots vont être plus efficaces. Ils sont jamais fatigués, jamais distraits. Ça, je suis pas inquiet. Même s'il va y avoir des accidents avec ces trucs-là, puis ça va faire scandale et tout. Mais je pense que la conduite robotique, c'est le futur. On a aussi présenté le RoboVan. Et ça, je trouve que le nom est bizarre, parce que c'est presque un robot boss. RoboVan. RoboVan, je sais pas si tu as vu, c'est gros comme une espèce de bus. Ça ressemble un peu à un train haute vitesse, l'avant d'un TGV. Ça peut contenir jusqu'à 20 à 30 personnes, encore une fois, de façon 100% autonome. J'imagine que certains vont rêver de ça pour faire de la van life de luxe. Là, tu peux faire ce que tu veux. Du van life, là, écoute, 20 à 30 personnes autonomes électriques. Grosse life, oui, effectivement. Et l'événement qui s'appelait We Robot de Tesla, on a présenté le robot Optimus, le fameux robot autonome, qui serait en vente entre 20 et 30 000 $. Il prédit que ça va être moins qu'une voiture. Et là, c'est un robot autonome qui utilise la même technologie de reconnaissance, mais avec des jambes. Donc, c'est humanoïde. Donc, c'est pas une auto, c'est une... Il y a des jambes. Et là, ça pourrait faire tout ce qu'on veut, comme ces 3 PO. Tu lui dis, va servir des verres, va arroser les plantes, va chercher mon colis à la porte. Il semble que ça promet un futur sans pauvreté. Parce que tout le monde va avoir son ami robot. Oui. Ben oui. Une fois que tu paies 20 à 30 000 $, tu n'auras plus de pauvreté, c'est sûr. Et tout ça indique que lors de l'événement, les robots Optimus étaient en fait contrôlés à distance par des gens qui étaient un peu sur le côté. Donc, ce n'est pas encore le futur qu'on nous promet. Mais si on extrapole des changements très rapides de paradigme technologique, ça pourrait... Ouais. On va peut-être dans 5 ans dire « Ah, finalement, c'était vraiment dans 5 ans. » Tout ce temps-là, il avait raison. Mais il me semble que ça fait 20 ans qu'on nous promet l'auto autonome, ça fait 5 ans qu'on nous dit que c'est dans 5 ans, puis ça fait combien de temps? 20 ans qu'on nous dit que c'est dans 5 ans? On était supposé avoir Uber avait ses taxis autonomes sur la route en 2019. Oui, et ça, c'est le modèle, encore une fois, c'était le modèle d'affaires d'Uber. On attend encore, ben oui, c'est ça. C'est ça. Uber, une fois que tu enlèves le conducteur, là, tu as un modèle d'affaires payant. C'est pour ça qu'ils ont investi très, très vite et très fort. Tant que tu as des humains, coûte cher, compliqué, tu as des horaires bizarres. Maudits humains. Maudits humains, on est faibles. Il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent plus rapidement et peut-être de façon moins transformationnelle, pour inventer un mot, du côté d'Apple dans les prochaines semaines. Je lisais les rumeurs, parce qu'évidemment, il y a toujours des rumeurs à propos d'Apple, mais elles se font plus insistantes depuis quelques jours à propos du lancement d'un nouveau MacBook Pro à processeur M4. Et une nouvelle génération aussi d'iPad mini qui en sera à sa 7e génération, mine de rien, la petite tablette. Je sais pas c'est quoi la popularité du mini par rapport aux autres iPads, mais moi c'est un de mes 2 préférés facilement. Là, si j'avais à choisir 2 appareils dans le tas, le mini serait du lot parce que c'est tellement un format agréable. On parle d'un nouveau MacBook Pro M4 qui a fuité en fait sur un site russe. Donc là, il faut prendre ça avec un énorme grain de sel, pour pas dire une grosse roche de sel, où on parlait... En fait, le site russe s'appelle Avito, c'est l'équivalent d'un Craigslist. Donc c'est un prototype du MacBook Pro M4 qui aurait été fuité et qui serait en vente là-bas de façon évidemment... Quand ça sent la fraude, quand ça... à 7 000 $ américains. Donc, quelqu'un a voulu faire une passe d'argent. Est-ce que c'est une vraie machine? Je ne sais pas, mais basé là-dessus et basé sur ce que plein d'autres fins spécialistes de la chaîne de provisionnement d'Apple basés en Chine disent, on aurait un MacBook Pro à puce M4, donc il y aurait 3 ports Thunderbolt 4, des USB-C naturellement, et qui serait de base avec 16 Go de mémoire vive. Il y aurait 3 versions de l'appareil. Le 14 pouces de base, pas cher, serait celui avec la puce M4 telle quelle. Il y aurait 2 versions à 14 et à 16 pouces avec M4 Pro et M4 Max, qui sont les versions un peu plus costaudes de la puce. Il n'y aura pas de M4 Ultra, qui était, je pense, deux M4 collés une sur l'autre, si je me rappelle bien. Ben, en tout cas, l'équivalent du M3 serait ça. Ouais, comme des teintes. On les colle l'un par-dessus l'autre, ça va marcher. À la maison. Donc, ça va être à suivre au mois d'octobre ou de novembre, possiblement. Là, il y a toujours une conférence d'Apple au mois d'octobre pour ce genre de trucs-là. Et il y aurait aussi un iPad mini, donc de 7e génération, qui, lui, n'aurait pas de puce M, contrairement aux autres plus récents iPads. Il y aurait le processeur A17 Pro de l'iPhone 15 ou peut-être le A18 du plus récent iPhone 16 qui permettra d'en faire un appareil prêt pour Apple Intelligence. Ça sera probablement ça la grosse nouveauté, de dire vous avez enfin Siri sur un écran de 8,3 pouces, la même taille d'écran que l'iPad mini actuel. Même format d'ailleurs, parce que c'est le format pas mal standard pour les autres gammes d'iPad. On rehausserait nécessairement la connectique, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. On enlèverait la fente pour carte SIM, mais on irait 100% eSIM.
On replacerait peut-être aussi la caméra sur la bande paysage pour le tenir à l'horizontale quand on fait des appels vidéo, comme on a fait sur le plus récent iPad. iPad Air, je devrais dire. iPad Air, iPad tout court, je ne me rappelle plus. Il y en a trop. Et il y aurait aussi la compatibilité avec le Pencil Pro, le tout nouveau Pencil qu'Apple a mis en marché il n'y a pas tellement longtemps avec l'iPad Pro, nécessairement. Et tout ça pour la modique somme de 499 $ américains, soit 680 $ canadiens. Donc, à peu près, je pense, le même prix que l'iPad actuel. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Mais c'est quand même pas donné. Là. On parle à cause du taux de change un peu aussi, là, mais quand même, 680 $ pour une petite tablette, c'est pas de la tarte. Mais bref, c'est ça que des rumeurs, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. On parle d'un iPad mini qui serait lancé au mois de novembre, donc plus tard cet automne, donc on aura le temps sans doute d'en parler. Voilà. Ça fait le tour un peu de notre actualité de la semaine qui est assez costaude, mais ce n'est pas fini, les amis, parce qu'on va juste faire une très mini courte pause de rien du tout. Et on revient avec le responsable du Threat Analysis Group de Google, qui est un laboratoire plus spécialisé dans la cybersécurité de Google à Montréal, donc Pierre-Marc Bureau, pour parler de... Et puis c'est le bon moment pour en parler avec ce qui se passe en Ukraine, avec les élections américaines et tout le reste, mais parler de sécurité informatique. Qu'est-ce qui se passe? Quoi savoir et comment se protéger de tous ces menaces en ligne? Bougez pas, restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech. C'est le mois d'octobre qui est, je pense, le mois de la cybersécurité. Donc, c'est le moment, et il devrait y avoir 12 mois par année comme ça, parce qu'il faut toujours faire attention. Tout ce qui se passe dans je veux pas dire le dark web, parce qu'on tombe facilement dans le stéréotype du programmeur qui a toujours la capuche puis qui fait noir dans sa chambre quand il programme. Puis je pense que c'est un stéréotype éculé, là. Les gens qui programment, mais peu importe pourquoi ils programment, savent s'habiller. Quoique là, on a deux hoodies de Pierre-Marc et moi. Alors, je sais pas trop si on défie la norme ou pas. Mais justement, pour parler des tendances, parler de ce que ça signifie, parce qu'il y a des enjeux. Souvent, on dit, bon, on parle de cyberguerre, on parle de l'Ukraine, on parle des élections américaines, de deepfake, on parle de plein d'affaires. Et ce qu'on ignore souvent, c'est qu'on a des experts à Montréal qui s'attaquent à ces problèmes-là au corps à corps, là, de très près, des spécialistes, dont Pierre-Marc Bureau, qui est notre invité, qui est le responsable du Threat Analysis Group chez Google à Montréal, le TAG, et qui joue avec ces choses-là et qui, j'espère, porte des gants, parce que ça doit être salissant, tous ces outils malicieux. Pierre-Marc, bonjour. Bonjour. Écoute, premièrement, merci d'être avec nous, c'est super gentil. C'est un sujet, on s'en est parlé déjà dans le passé, qui évolue sans cesse, n'est-ce pas, la cybersécurité. Je parlais avec des gens cette semaine, il y avait une grosse rencontre à Montréal sur le portrait de la cybersécurité québécoise. C'est une industrie, il y a des gens qui travaillent là-dedans, il y a des outils pour entreprises, il y a tout le côté sombre. Vous, chez Google, au TAG, vous vous occupez plus du côté sombre de l'affaire, si je comprends bien. Là. Oui, l'équipe de TAG a été créée il y a un peu plus de 10 ans après une intrusion d'une unité de l'armée chinoise qui a réussi à pirater certains systèmes à l'intérieur de Google. Ah oui. Puis depuis ce temps-là, le mandat de l'équipe, c'est si on t'appelle à 3 heures du matin et on se dit il y a quelqu'un qui est rentré sur notre réseau, je veux que tu sois capable de me dire c'est quoi la liste des 10 acteurs qui sont le plus probables d'avoir réussi à mener à bien cette attaque-là. Puis je veux que tu sois capable de me dire comment je le trouve dans notre réseau maintenant. Wow. Donc oui, notre but, c'est d'essayer de comprendre les menaces qui ont le plus de chances, les acteurs, les gens, comment ils opèrent, qui ont le plus de chances de réussir à pirater notre infrastructure, nos systèmes, puis après d'être le plus efficace possible dans nos réponses. Wow. non, mais c'est que c'est même pas la personne qui a fait l'intrusion, c'est qui sont les coupables probables. Parce que j'imagine que c'est très difficile d'identifier l'acteur lui-même, le cybercriminel précisément. Ouais, puis dans le fond, ça c'est un peu des fois la différence entre ce qu'on voit dans les films puis la différence de ce qu'on voit dans la réalité. C'est vrai que tu sais, on aimerait avoir la réponse de dire voici le prénom, le nom de famille, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui est entrée dans le réseau. Mais souvent, quand on parle d'une posture défensive, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi les outils qu'ils utilisent habituellement? Comment est-ce que je peux les trouver dans mon réseau? Est-ce qu'il y a l'habitude d'utiliser les mêmes serveurs qui sont hébergés dans tel pays avec tel système d'exploitation? Comment est-ce que je peux trouver des traces qui vont m'aider à faire l'enquête? Donc, des fois, oui, on trouve l'identité, puis il y a une masse de données sur Internet qu'on peut aller chercher. Donc, des fois, on peut trouver quand même assez précisément qui est à la source de certaines attaques. Mais quand on veut vraiment se défendre, des fois, c'est pas là où je vais mettre le plus d'énergie. C'est plus comment est-ce que je peux le trouver, comment est-ce qu'il opère, qu'est-ce qui change dans le temps que je dois maintenant mettre à jour mes mécanismes défensifs pour m'assurer que je vais avoir la meilleure protection possible pour notre infrastructure à nous et pour nos utilisateurs aussi. Parce que dans le fond, si on n'a pas une infrastructure qui est sécuritaire, on ne pourra pas protéger nos utilisateurs après.
C'est ça, et c'est même pas des fois, là je caricature en parlant d'une personne spécifique, mais c'est ça, c'est souvent des groupes qui font ça, les attaques. C'est beaucoup plus que des personnes maintenant. Oui, absolument. La plupart des organisations, moi je me concentre beaucoup côté cybercrime, un petit peu moins du côté des attaques qui sont commandées par les groupes gouvernementaux, mais dans TAG on fait les deux. Mais dans les deux cas, c'est des organisations qui ont plusieurs individus, mais qui ont ils utilisent Confluence avec les mêmes guides d'utilisation. Ils vont faire du copy-paste comme on va faire du copy-paste pour certaines choses. Donc, oui, pour être plus efficaces, ils vont collaborer, ils vont échanger du code, ils vont utiliser les mêmes serveurs. Donc, c'est rarement une personne seule. C'est de plus en plus des groupes qui sont organisés et spécialisés aussi. Donc, il y en a qui vont être des programmeurs, il y en a qui vont être des opérateurs, il y en a qui vont faire leur DevOps pour le déploiement de leurs outils. J'allais te demander, parce que là, vous divisez en deux chez TAG entre les groupes commandités par des gouvernements puis des groupes qui font plus ça pour de la business. Je sais pas comment on peut dire ça, mais est-ce que c'est pas les mêmes groupes, dans le fond, qui sont essentiellement pas des mercenaires nécessairement, mais qui sont, peu importe qui achète, ils vont effectuer une tâche pour un client? C'est un peu comme ça que ça fonctionne? Ben ça, c'est intéressant. On a un peu de tout. Le spectre est assez large. Dans TAG, en réalité, on a 4 sous-équipes. Donc, on a ce qu'on appelle en anglais Advanced Persistent Threat, ou les menaces qui sont récurrentes. Ouais. Souvent des unités militaires ou des unités civiles, mais qui ont vraiment un groupe attitré, dans le sens qu'ils sont pour un gouvernement. Eux, ils ont une job pour la vie, puis ils disparaissent rarement. Tu sais, c'est les mêmes unités qui vont avoir des membres qui... Bon, le côté cybercrime, ce qu'on appelle motivé financièrement. Après, on a aussi le côté exploit, donc les compagnies et les fournisseurs de logiciels qui essaient d'exploiter des vulnérabilités de type 0D. Donc, ils vont trouver une nouvelle faille de sécurité dans Android, dans Safari, dans Chrome, puis ils vont cibler souvent des activistes politiques, souvent des journalistes, des choses comme ça. Donc, nous, comme organisation, on a un intérêt à essayer de les identifier, de trouver le plus rapidement possible les failles de sécurité qui exploitent, puis d'essayer de les réparer. Puis, pour terminer rapidement, la 4e équipe regarde plus la désinformation, les opérations d'information, donc les comportements inauthentiques sur nos plateformes qui peuvent être financés par des gouvernements pour essayer d'influencer l'opinion publique. Si on revient à qui est-ce qui va commanditer, comment est-ce que ces équipes-là travaillent, le premier exemple qui me vient en tête, c'est une publication qu'on a faite la semaine dernière dans une conférence qui s'appelle Virus Bulletin. On a un groupe qu'on suit qui opère depuis la Russie, qui, des fois, on les voit, vont faire des attaques qui sont motivées politiquement. Ils vont aller cibler des unités militaires en Ukraine. Ils vont essayer d'aller installer des logiciels espions dans leur système. Puis, 3 semaines après, on les voit, puis ils vont faire une attaque similaire, mais déployer un ransomware, un rançongiciel, pour potentiellement financer leurs opérations. Donc, des fois... Un petit coup d'argent. C'est ça. Ils vont avoir des contrats un peu différemment. Des fois, ça va être pour le gouvernement. Des fois, ça va être pour... Puis en même temps, je dis gouvernement, mais c'est un peu de la spéculation. On le déduit en fonction des cibles puis de leur type d'opération, mais on n'a jamais vu... c'est ça. On peut passer entre les deux organisations. Mais on peut tracer une ligne assez directe entre les cas de ransomware sur nos ordinateurs à nous qui servent à financer des groupes qui ensuite peuvent aller faire de la désinformation en Russie, en Ukraine, en Israël ou n'importe où. Dans le fond, il y a comme cette espèce de chaîne là où c'est pas séparé les uns des autres. Là. C'est ça. En fait, ce que je vois, le lien est pas nécessairement très rigide, n'est pas nécessairement très fort, mais on pense à des gens qui travaillent à la maison, qui ont un ensemble d'expertise, de talents, qui peuvent une semaine prendre un contrat quelque part, puis la semaine d'après prendre un contrat ailleurs. Les individus, des fois, c'est plus des groupes ou des équipes qui vont travailler ensemble. On n'imagine pas les pirates informatiques comme des pigistes de la fraude, mais c'est un peu ça, je comprends bien. Quand tu parlais de mercenaires, c'est un peu ça aussi. Ben, en fait, je disais, je sais pas si c'est même pas avec toi, Pierre-Marc, dont on parlait de ça, mais il existe si, mettons, tu veux attaquer une entreprise, tu peux acheter un ransomware as a service. Il existe des outils genre où tu sous-traites essentiellement la tâche. J'imagine que ça se trouve sur le dark web, un outil comme ça, tu vois voici qui je veux attaquer et ce dont j'ai besoin, et ça fonctionne comme un logiciel en nuage, essentiellement. C'est un peu ça qui se passe aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on a observé, c'est un petit peu plus le côté vente d'accès plutôt que vente d'outils. Mais oui, il va y avoir des forums, puis souvent,
le contrôle de certains systèmes infectés va passer d'une main à l'autre plusieurs fois avant le déploiement final d'un rançongiciel. Donc, la personne qui va avoir réussi à prendre la première, à rentrer pour la première fois dans le réseau, avoir le premier accès, l'accès initial, là, des fois, ils vont aller annoncer sur un forum en ligne pour dire « Ah, ben finalement, on a réussi à avoir accès à tel type d'organisation. » Puis là, ils essaient d'être un petit peu... pas être trop précis pour pas non plus donner l'information aux gens qui veulent défendre cette organisation-là. Donc, ils vont dire tant et tant d'employés, revenu annuel de tant, secteur financier ou secteur médical. Mon Dieu. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent dire « OK, ça me semble être une bonne opportunité d'attaque. » Donc, ils vont acheter l'accès initial. Puis après, ils vont pouvoir aller soit déployer, essayer de propager leurs accès pour avoir des accès plus généraux, accès aux données, soit faire les flux de données. Après, il y a des gens qui se spécialisent pour l'extorsion. Donc, il y a des gens qui vont se spécialiser simplement dans la négociation. Parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement la même personne qui a les compétences pour avoir une intrusion initiale qui va être plus « OK, je vais avoir accès à la base de données » versus la personne qui va faire la négociation pour avoir de l'argent. Blanchir l'argent, le transférer, c'est des ensembles de compétences qui sont différents. Wow! Il y a des échanges qui se font sur le... Il y a une série télé à faire, là, le négociateur, en version genre cyber. Version cyber. Et ce que je comprends, c'est que les pirates ouvrent la porte, et une fois que la porte est ouverte, disent « OK, la porte est ouverte, qui veut entrer? » et vendent cet accès-là. Fait que c'est complètement fou. Là. On est loin d'une attaque organisée avec des virus, des logiciels et tout. On ouvre la porte et ça vaut de l'argent. Si j'ai accès à des systèmes d'une entreprise de grande envergure, je peux faire chanter, je peux faire ce que je veux ensuite. Puis quand tu dis que tu peux la passer à plusieurs personnes, c'est terrible. Parce que là... Ça change un peu le modèle qu'on a pour dire comment est-ce qu'on doit se défendre. Au début, on va se dire qui sont les gens qui auraient intérêt à pirater mon réseau informatique? Est-ce que c'est mon compétiteur qui veut voler mon information, qui est sensible? Est-ce que c'est mon compétiteur qui veut voler mes clients? Mais là, on tombe plus dans un mode économique de marché dans le fond, c'est opportuniste. Il y a quelqu'un qui va vendre, puis si la personne qui va être prête à donner le plus va avoir accès. Donc, c'est pas exactement la même façon de penser qui sont mes adversaires et de qui je dois me défendre. On tombe dans une logique un peu plus de marché où la personne qui a le plus d'opportunités va prendre sa chance. C'est important de le dire parce que souvent les gens protègent mal ou se négligent un peu leur protection en disant qui veut bien voler franchement mon ordinateur, qui met un ransomware, je m'en fous, ça n'a aucune valeur, mais il y a la logique, la valeur est ailleurs d'une certaine façon pour les criminels. Absolument. Puis dans le fond, on pense avec la pandémie où on a beaucoup de monde qui travaille de plus en plus de la maison. Donc là, si on utilise un ordinateur à la maison, il n'y a personne qui se soucie vraiment de cet ordinateur-là. Oui, mais il ne faut pas oublier que cet ordinateur-là peut donner accès à des ressources qui sont critiques dans un environnement corporatif. Donc, les conséquences peuvent être plus graves. Il y a deux choses, je ne sais pas si tu les analyses, tu me le diras, parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais les keyloggers, les logiciels qui suivent les touches pressées sur son clavier, ça a l'air d'un phénomène en pleine émergence ces jours-ci. Je ne sais pas si vous analysez ça de votre côté, mais ça a l'air... les gens ne s'en rendent pas compte, mais souvent... c'est facile. Les pirates suivent de très près à la seconde près ce que les gens font sur leur clavier. Souvent, il y a eu des cas de fraude dans les banques au Canada l'année passée où c'était ça. Là, ils entraient leurs informations pour aller sur le site de leur banque et dans la même minute, il y avait un fraudeur quelque part qui faisait la même chose. Est-ce que vous suivez ça dans ton groupe? Oui, donc dans mon équipe, on se concentre beaucoup sur justement les attaquants qui peuvent être financés, motivés par les gains financiers. Donc, on priorise protéger notre organisation, mais rapidement après aussi protéger nos utilisateurs. Ouais. Puis on voit qu'il y a beaucoup de distribution pour cibler les utilisateurs. Encore une fois, dans une logique un petit peu plus de marché où on voit des groupes qui vont essayer de simplement avoir accès au plus d'ordinateurs possible pour voler des comptes, donc voler l'accès aux comptes dans le cloud, aux comptes personnels comme les adresses Gmail, les adresses Hotmail ou quoi que ce soit. Puis après, encore une fois, ils vont les revendre aux meilleurs preneurs. Donc après, quelqu'un veut dire moi j'aimerais pouvoir avoir accès à des comptes qui ont des channels YouTube, je cherchais le terme en français. Des chaînes YouTube, oui. Chaînes YouTube, merci. Avec beaucoup d'utilisateurs. Donc là, ils vont aller essayer de encore une fois, savoir plus de valeur sur le marché, donc ils vont essayer de les vendre. Pour revenir à la question, oui, c'est le type de menace. Les keyloggers, vraiment en soi, je dirais que c'est une tendance qui est un petit peu... Nous, ce qu'on observe, c'est que c'est un petit peu moins fort que le vol des mots de passe qui sont enregistrés, le vol de tout ce qui est les cookies, tokens. Puis déjà ça donne accès à beaucoup de ressources
sur les différents fournisseurs infonuagiques. Oui, parce qu'un token, c'est ce qui te permet de retourner dans un site où tu es authentifié sans avoir à te réauthentifier nécessairement. Ça, exact. Ah oui. Puis nous, on travaille très fort pour essayer de changer la façon dont nos systèmes valident ces jetons d'authentification-là, essayer de les changer le plus rapidement possible. Puis là, on est un peu en train de faire le jeu du chat et de la souris entre les attaquants qui se disaient « Ah, avant, quand je réussissais à voler ce jeton-là, il était valide pour 36 heures, 48 heures. Donc, il était capable d'aller le réutiliser ou de le revendre pendant quelques heures. » Là, on essaie d'avoir des rotations qui sont plus rapides, donc ça les force à s'adapter aussi. Donc, on passe beaucoup de temps à analyser les logiciels malveillants, justement, qui vont aller voler cette information-là, voir comment est-ce qu'ils accèdent à ces informations-là, comment est-ce qu'ils l'exfiltrent, puis après, comment est-ce qu'ils les réutilisent pour essayer de prendre le contrôle des comptes des utilisateurs. C'est fou. Je sais que votre système d'authentification à 2 facteurs a beaucoup évolué, ou en tout cas change souvent chez Google. On le voit, à chaque fois que je programme un nouveau téléphone, il y a comme une autre façon de s'identifier. Donc ça doit être certainement un jeu. Ça sent le chat et la souris, effectivement. Vous essayez de trouver la meilleure formule pour déjouer les attaques. Là. Ben, oui, pour déjouer les attaques, mais ce qu'il ne faut pas oublier, puis ce qui est aussi difficile que de déjouer les attaques, c'est d'avoir un système qui est facile à utiliser, qui est intuitif pour nos utilisateurs. Parce que le meilleur système de défense, s'il est trop compliqué, puis on finit par rendre l'accès aux ressources trop difficile, on n'a pas gagné parce que là, les gens ne vont pas vouloir utiliser ces systèmes-là. Donc, des fois, il y a des changements qui sont faits pour aussi faciliter l'utilisation, contrairement à simplement rendre la tâche la plus difficile pour les attaquants. Parce que l'ordinateur le plus sécuritaire, là, il est au fond d'un coffre-fort puis il est éteint. Mais il ne sert pas à grand-chose. Donc, puis personne n'y a on veut que nos utilisateurs puissent utiliser leurs ressources, puis que ce soit agréable, puis que ce soit facile, et qu'ils aient confiance dans leur utilisation. C'est fou quand même comment ça évolue. Tu as parlé de YouTube tantôt, puis on parle évidemment toujours à l'émission, parce que c'est le sujet certainement des 2 dernières années, l'intelligence artificielle générative, et nécessairement on parle de fausses vidéos. Et on craignait surtout dans le contexte des élections présidentielles aux États-Unis là, qui ont lieu en ce moment de l'explosion des deepfakes vidéo, entre autres. Et chez Google, avec Gemini, vous avez des superbes outils VO qui permettent de créer des vidéos. C'est comme hallucinant. Fait qu'on imagine que la technologie est à point pour faire des fausses vidéos. Est-ce que vous voyez des tendances dégagées sur YouTube? Est-ce que c'est effectivement un problème qui est émergent ou si on n'est pas si pire calme là-dessus en ce moment? Je vais être honnête, j'ai pas toutes les informations de ce côté-là, surtout du côté des élections. Donc, par contre, ce que moi j'observe du côté de du crime informatique, on a quand même vu des tendances de faux vidéos, mais plus pour des fraudes à l'investissement. Ah. Mais c'est définitivement dû à un biais de ce que vous faites dans ton groupe. De ma zone d'intérêt. Côté politique, effectivement, j'ai pas l'impression, comme vous, quand je lis les nouvelles, quand j'essaie de me tenir à jour, j'en ai vu peut-être un petit peu moins que ce à quoi je me serais attendu. Mais c'est ça. Mais du côté des crimes financiers, on en voit quand même un petit peu. Comment ça fonctionne pour un crime financier? Comment on fait du deepfake dans ce contexte-là? De prétendre d'être un... C'est l'espèce d'attaque du patron, là, où tu reçois une communication qui vient d'un supérieur? Non, c'est plus, ce que j'avais en tête, c'est plus quelqu'un, dans le fond, de prendre l'identité de quelqu'un de connu. On peut penser à Elon Musk ou d'autres gens qui ont une bonne réputation dans le domaine financier, puis dire « Ah, je viens de lancer mon nouveau coin, si vous m'envoyez X, je vais vous en redonner le double. » Puis malheureusement, il y a encore un taux de succès qui est non négligeable, donc il y a des gens qui tombent pour ces fraudes-là. Donc c'est de prendre la personnalité, d'utiliser l'identité de quelqu'un pour sa crédibilité. Ah oui. J'avais vu, durant d'ailleurs la dernière semaine avec les ouragans, l'ouragan en fait en Floride, il y a eu beaucoup de deepfakes dans des séquences vidéo où tout d'un coup tu vois une tornade impossible surgir. Je sais pas c'est quoi l'objectif, mais on sent que dans des petits trucs comme ça, beaucoup de vidéos sont retouchées au minimum. Puis c'est, pour l'instant, tu le vois un petit peu, là, mais ça se raffine tellement qu'un jour, ce sera difficile de distinguer toutes ces choses-là. Là. Absolument, absolument. Puis, je pense que les gens font des clics avec ça. Le travail de journaliste devient critique. Ouais. Pendant longtemps, je veux dire, on a lu le journal, mais n'importe qui aurait pu écrire n'importe quoi dans un journal. Ah, mais non, finalement, on va avoir des institutions en lesquelles on a confiance parce qu'ils sont capables de valider les faits, puis finalement, on va plus se retourner vers eux. Donc, j'ai quand même espoir que, comme société, on peut s'organiser pour trouver une façon d'avoir un rôle important dans la société, de vérifier les informations. Ouais. Puis c'est pas tout blanc et noir, parce que aller sur le dark web, aller chercher des informations qui proviennent de fuites de données dans les entreprises, ça fait partie de notre travail comme journaliste des fois. Donc, exact. On a un peu besoin des fois des pirates, ou en tout cas, ça devient utile comme parce que ça devient des outils d'information, puis on peut savoir des choses sur des entreprises qui sont d'intérêt public. Donc, effectivement, il y a des zones grises comme ça aussi. Là.
Mais le rôle du journaliste, selon moi, puis encore une fois, je me spécialise plus en informatique qu'en journalisme, mais selon moi, le rôle du journaliste après est d'aller valider ses sources. Forcément. Et d'aller de vérifier l'information. Puis c'est là, je pense qu'on a une crédibilité qui est ajoutée versus à juste, j'ai vu une vidéo en ligne, il disait ça, ça doit être vrai. Mais non, moi je l'ai lu d'un journaliste en qui j'ai confiance, ou je l'ai entendu de la part d'un journaliste en qui j'ai confiance, donc là, il y a une différence. Mais là, clairement, tu flippes la conversation de bord, mais je vais te dire, de mon point de vue de journaliste, notre élément distinctif, c'est l'authenticité. Tu sais que ça vient d'une personne, donc tu peux attribuer, si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai fait telle chose avant. Et c'est là où on se distingue d'une chaîne YouTube ou d'une chaîne ou d'un compte social, des choses comme ça, définitivement. Ouais. C'est une responsabilité. Donc, quelqu'un qui veut faire carrière là-dedans, ça l'implique de faire des vérifications plus approfondies. Ben, faut avoir un background aussi en technologie ou en informatique ou en tout cas en quelque chose dans ce domaine-là pour bien savoir, parce que de plus en plus, ces sources-là sont sur Internet et tu dois les authentifier avant de les utiliser définitivement. Là. Ici, quand tu lis un article de vulgarisation sur la cybersécurité, Pierre-Marc, tu parles des médias, je te jure, les médias, c'est pas facile parce que nous, avec un article qui dit « Méfiez-vous de cette vidéo-là est fausse », on a 4 clics. La vidéo elle-même, où il y a la tornade spectaculaire, ça a des millions de vues. Qu'est-ce qui manque en tant qu'expert? Je suis curieux d'avoir ton grain de sel. Des fois, tu dois lire des articles puis rire. Tu sais, quand tu es un médecin, puis tu regardes une série médicale, tu fais « c'est pas de même, ça marche ». Tu es un expert en cybersécurité. Quand tu vois des nouvelles sur la cybersécurité, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait... ou qu'est-ce qui t'inquiète? Si c'est mal rapporté. Juste ton feeling... c'est une bonne question. Je m'étais pas préparé à ça. Je pense que ce qui manque souvent, c'est un peu plate à dire, j'aimerais savoir quelque chose d'un petit peu plus scandaleux. Mais... non, mais tu sais, ton gut feeling, tu lis un article sur la cybersécurité, tu fais « tabarnouche, ils n'ont pas parlé de... » Y a-tu quelque chose qui te fait réagir? Ben, je pense que souvent, ce qui me fait réagir, c'est le manque de nuances. C'est les espèces d'affirmations à l'emporte-pièce que de toute façon, on sait que n'importe quel pirate informatique assez bien financier va réussir à pirater n'importe quel système. Ou tu sais, des espèces d'affirmations. Puis là, on revient à qu'est-ce qu'ils vendent. En fait, c'est sûr que ça vend de faire peur, de dire les pirates sont capables de tout faire. Ou on parle de l'intelligence artificielle, de vendre la peur par rapport à plein de ces choses-là. Moi, c'est ça, des fois, qui me fait réagir par rapport à un peu plus de nuances. Ben non, c'est pas vrai. Là. Regardez, l'Internet, il y a des choses qui fonctionnent pas bien, mais tout n'est pas perdu. Puis il y a quand même beaucoup de valeur dans ce qu'on fait pour échanger de l'information, pour se tenir à jour. On a accès à plein d'informations qui valent la peine. Donc, des fois, moi, quand les articles que je lis qui me font réagir, là, c'est ceux qui sont très catégoriques, avec peu de nuances, puis qui vont avoir des grandes affirmations. Là. Donc, c'est sûr que les Chinois ils peuvent pirater n'importe quoi. Ben, attention. Je dois avouer, Pierre-Marc, je suis coupable. J'ai déjà dit quelque chose qui ressemblait beaucoup à ça, que si tu étais ciblé, et encore une fois, c'est ça, mon feeling, c'est que si quelqu'un te cible particulièrement, quand on parle de cibler les journalistes, c'est souvent ce que je lis, que des personnes d'État, des chefs d'entreprise, des gens qui ont de l'information, un employé spécifique, on veut entrer dans une entreprise, on va cibler un employé. Ce que je veux dire dans ce temps-là, puis encore une fois, est-ce que je sais pas si je m'approche de la vérité en nuançant, ben quand on va te cibler personnellement, t'as très peu de chances de t'en sortir, parce que là, dès que la moindre erreur, t'es au niveau défensif, la moindre erreur, t'as juste à faire une erreur, les attaquants peuvent se tromper 50 fois, mais en tant que défenseur, t'as une erreur à faire, t'oublies une fois de te connecter avec un VPN, t'oublies une fois tu tapes ton mot de passe sur un ordinateur compromis, et c'est ça mon point de vue versus le commun des mortels qui peut dormir relativement tranquille, parce que s'il prend les mesures de base de cybersécurité, il va s'en sortir. Je voyais que si on prend les options de base, je pense que c'est 90-99% des menaces. Si on a une bonne hygiène de mots de passe, si on fait attention en se connectant, si on utilise la double authentification, on diminue grandement nos risques. Quand on est ciblé, on joue avec le feu. Là. On est toujours à risque. C'est un peu ça que je veux dire. Je me sens coupable. Ce qui est intéressant, je pense, c'est quand on arrive avec cette nuance-là, cette analyse-là, je suis d'accord. Dans le fond, on a publié même un rapport sur vous allez voir le lien, il y a des compagnies qui vendent des services pour exploiter des failles de type 0D, pour aller essayer de pirater des comptes de journalistes, de gens qui sont ciblés, des gens qui ont des cibles qui ont une très haute valeur. Qui ont une influence, oui.
Ben, dans le fond, la personne, c'est l'attaquant qui décide qui a une valeur pour lui. Ça peut être quelqu'un qui a de l'influence, comme ça peut être quelqu'un qui a de l'information clé. Puis, on voit que ces services-là vont être vendus pour des millions de dollars. Donc, il faut que quelqu'un soit prêt à payer des millions de dollars pour potentiellement aller prendre le contrôle soit d'un téléphone. D'un compte ou d'un groupe de comptes, ouais. Comme ça. Donc, le modèle de gestion du risque est très différent entre quelqu'un qui a potentiellement cette valeur-là pour un attaquant versus une personne normale qui n'a pas trop d'argent qui a moins de choses à perdre. Puis après, oui, dans le fond, si des attaquants sont prêts à investir des millions de dollars pour essayer d'avoir accès aux informations d'une certaine personne, il y a plus de chances qu'elle se fasse pirater. Puis elle a beaucoup moins de marge d'erreur. Donc, chaque fois qu'elle va potentiellement faire une erreur, ça a beaucoup plus de conséquences potentielles. Mais encore une fois, avec les bonnes habitudes, la bonne hygiène justement informatique, c'est ça, de dire que c'est sûr qu'elle va se faire pirater, ben non, pas nécessairement. Là, ça devient un peu le jeu du chat et de la souris. S'il y a une erreur, est-ce que l'autre personne va être capable d'exploiter cette erreur-là oui, tout à fait. au moment? Puis, donc, c'est pas catégorique, mais il y a des outils, même quand on parle sur les différentes plateformes, d'avoir des modes à haut risque, de prendre des habitudes, d'être encore plus restreindre ses utilisations des systèmes informatiques dans certains contextes pour se protéger. Puis dans le fond, les histoires qu'on entend, les histoires sur lesquelles on lit, il y en a des gens qui se sont fait pirater, mais il y en a plein qui étaient ciblés qui ne se sont pas fait pirater non plus. Donc, je me dis, c'est pas 100% parce qu'on peut penser à des cibles qu'il y a probablement beaucoup d'entités qui voudraient réussir à pirater et qui n'ont pas réussi encore. Donc, ouais. Ben, c'est un bon point parce que les victimes, évidemment, nous, on se concentre sur les victimes, savoir ce qui s'est passé, mais il y a bien des gens qui ont déjoué le système dans des faux courriels ou des choses comme ça. Les gens ont détecté l'arnaque et ils sont passés à côté, définitivement. C'est ça. Il y a de l'espoir. Ben, exactement. Avec un peu de nuance, il y a de l'espoir. Comme quoi, tous les pirates ne sont pas des gens habillés avec une capuche dans le noir, dans leur sous-sol pour faire de mauvais coups. Il y a toutes sortes de monde qui fait toutes sortes de choses. Et il faut en tenir compte, définitivement. On aurait pu parler de ça encore une bonne grosse demi-heure, mais je pense qu'on va s'en garder pour une prochaine fois, Pierre-Marc, parce que c'était premièrement extrêmement intéressant et riche, et déjà là, on a appris beaucoup. Pierre-Marc Bureau, responsable du Threat Analysis Group, vous dites TAG, hein, tout simplement, chez Google, j'imagine. Exact. Qui est basé à Montréal. On a ça à Montréal, c'est quand même une richesse, il faut en parler. Merci d'avoir été avec nous, c'est vraiment intéressant. Merci, c'est un grand plaisir. Nous, on prend une petite pause et on revient avec nos essais de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech, cette émission numérique, vidéo, audio, comme vous la voulez, sur les plateformes de votre choix. Abonnez-vous, je ne saurais jamais assez vous le demander parce que c'est le meilleur moyen pour vous d'avoir nos plus récents épisodes sur votre appareil de préférence pour écouter des balados. Et pour nous, c'est un moyen d'avoir plus de monde qui nous écoute, donc de pouvoir continuer à le faire avec grand bonheur et grande joie. Oui. Parce que la vie est ainsi faite si on n'est pas C'est mon écouté, moment le fun du vendredi. Ben voilà, parce qu'on enregistre le vendredi, effectivement. Je sais pas, on fera un sondage. Quand nous écoutez-vous? Puis on saura quand les gens préfèrent écouter. Sur le web statique, les articles, les sites web de texte, le mardi entre 10 et 2 et le mercredi entre 10 et 2 étaient les moments où le plus de monde allait converger sur des sites, regarder des textes, lire des articles. Depuis genre 15 ans, c'est à peu près ça la statistique. Okay. Et sur la semaine, c'est le matin, à l'heure du lunch, et en fin de journée, que les gens vont sur le web le plus. Mais en balado, on le sait pas. Ben, je veux dire, il faudrait sortir les chiffres, c'est juste qu'on le fait pas. Oui, ça varie seulement. Moi, j'écoute beaucoup de balados en allant au gym, en marchant. Fait que ça dépend quelle heure je vais au gym. Je vais pas au gym régulièrement. Très drôle, très curieux. Écrivez-nous, dites-nous quand est-ce que vous nous écoutez. Dans l'autobus, dans le métro, si le métro fonctionne encore dans votre coin. C'est ça. Quand est-ce que dans votre voiture autonome, dans votre robocab, robotaxi de Tesla qui s'en vient d'ici 2-3 ans, c'est sûr. Hey, les bebelles qu'on a reçues, que j'ai essayé, que j'ai aimé, le Roku Ultra nouvelle génération, Roku Ultra 2024. Il est encore dans sa boîte. Et voilà. Écoute, je l'ai déballé avec enthousiasme. Fonctionne en 4K. C'est pas nouveau, les Roku. Mais c'est un beau truc qui rend sa télé intelligente si votre TV ne l'est pas déjà. Ou si votre télé n'est pas assez intelligente. C'est très drôle. J'ai un ami qui a acheté une télé. Je dis, prends la Roku.
Roku est intégré dans le téléviseur comme système d'exploitation. Il dit, non, je vais prendre l'autre qui est 50 pièces de moins. Il l'a retourné parce qu'il a dit, il manque des chaînes. Roku, c'est une espèce de système qui permet d'installer des applications d'à peu près tous les services. J'ai vu TVA+, dernièrement, directement dans Roku. Radio-Canada et compagnie sont tous dans Roku. On les installe comme des petites applications. Le Roku Ultra, qu'est-ce que c'est? C'est la version la plus chère de la version autonome de Roku, qui est une petite boîte. C'est plus gros. Tu sais qu'originalement, Roku, c'est né des gens de Netflix qui voulaient avoir le matériel pour streamer Netflix et c'est devenu finalement deux entreprises séparées. Et c'est de là que vient Roku. Et voilà, donc c'est une petite boîte, c'est gros comme ma main à peu près. Et ce que j'aime beaucoup de la Roku Ultra, c'est qu'elle a une prise pour un port Ethernet. Donc ceux qui n'ont pas une bonne connexion sans fil ou qui veulent avoir une très bonne connexion Internet sans problème, vous pouvez le brancher avec un port Ethernet, port HDMI évidemment, mais aussi une prise USB régulier. Fait qu'une prise USB régulière, vous pouvez y brancher, et c'est ça, vous pouvez y brancher une clé qui contient vos photos, vos films, tout ce que vous avez filmé, vous le transférez dedans, vous branchez votre téléphone, vous rendez le contenu accessible directement, donc c'est pas de chichi, pas de fouillage à l'arrière du téléviseur pour trouver le connecteur, pas besoin de synchroniser sans fil non plus, port USB très pratique, et un petit bouton qui permet de retrouver la télécommande. C'est idiot, tu appuies sur le bouton, la télécommande sonne et tu peux la trouver. Encore une fois, c'est pas nouveau, c'est classique comme appareil. J'ai trouvé fantastique que la télécommande cette année a la reconnaissance vocale, donc on peut parler avec un petit micro qui a un interrupteur. Donc, si on veut pas que notre télécommande nous écoute, on peut la fermer physiquement. Mais surtout, quand on secoue la télécommande, elle s'illumine et on peut pitonner dans le noir. Et c'est très drôle parce que il y a 2 semaines, j'étais dans le noir, j'écoutais un film, j'arrivais pas à voir ce qui était sur la télécommande parce que c'était sombre. On peut intuitivement savoir où peser, mais on se trompe tout le temps de piton. Là, les boutons s'illuminent, ce qui m'a rempli de joie. On a 4 boutons. C'est drôle parce que chaque année, sur les Roku, les petits boutons préprogrammés pour accéder à différents services changent. Cette année, c'est Netflix, Apple TV+, Paramount+, HBO Max. Fait que si vous avez un de ces ou plusieurs de ces services-là, vous avez un bouton d'accès direct. Est-ce que ça veut dire que HBO Max est disponible au Canada maintenant? Il me semble que je pense Bonne question. Bonne question, je pense. Moi aussi, quand j'ai vu HBO Max, je pense aussi que c'est juste aux États-Unis. Il y a aussi un bouton, écoute, j'avoue, je l'ai reçu hier et déballé avec enthousiasme. Il y a un bouton fusée dessus. C'est peut-être une fonction d'accès rapide ici. Je suis assez emballé. Je trouve drôle que c'est Wi-Fi 6. Pas Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 6E. C'est plus qu'assez suffisant, je crois, pour avoir du 4K sans problème. Mais c'est pour ça que tu as la prise Ethernet si jamais. Fait que si votre TV est pas assez intelligente ou pas intelligente du tout, s'il y a des chaînes qui manquent, le système est plus mis à jour. Sur certaines télés, même haut de gamme de Samsung, de LG, la mise à jour ne supporte pas les nouveaux services. Une petite boîte à 129 $, 130 $ avec les terres, 130 $ si on arrondit, va faire tout ce que vous avez besoin de faire. Et c'est joli, c'est élégant et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un beau gadget, effectivement. J'aimerais ça pouvoir personnaliser les boutons en bas de la télécommande pour aller à l'application de mon choix. Moi aussi, c'est pour ça que je vais investiguer. Le hockey plus que Apple TV+. Je pourrais aller directement à l'application de hockey qui diffuse le hockey. Oui, imagine qu'on puisse aller même à une émission ou à une chaîne spécifique. Une chaîne spécifique, une série spécifique. Fait que quand il y a un nouvel épisode sur Apple TV+, par exemple, qui dilue leur diffusion, on pourrait regarder les nouveaux épisodes, les nouveautés, les sections spécifiques. Très, Est-ce qu'on peut encore jumeler des écouteurs à la télécommande? Oui, tout à fait. On peut même, sans ça, dans son téléphone, on peut écouter avec les écouteurs de son téléphone le son de la télé. Fait que si jamais vous voulez écouter la télé sans déranger les enfants qui dorment ou votre conjointe, vous pouvez sans écouteurs spéciaux. Il n'y a plus la petite prise avant sur certains modèles de télécommande. Non, il le fait il y avait, c'est ça, il y avait la prise qu'on pouvait brancher les écouteurs dans la télécommande. L'autre truc qui est particulier, quand tu ouvres une télécommande, tu cherches les piles à mettre dedans. La télécommande se recharge avec un port USB-C. On n'a pas de pile.
Et il faut que je le dise, dans la boîte, il y a un câble HDMI et il y a aussi un câble USB-C pour recharger la télécommande. Fait que je trouve que dans un monde où souvent on met pas les chargeurs, on met pas les adaptateurs, on met pas les fils, tu as le câble HDMI, tu as tout ce qu'il faut pour le brancher. Avant, il fallait payer une fortune juste pour un câble HDMI. C'est inclus avec votre Roku. 130 $. 130, c'est ça l'affaire. Surtout, c'est pas et ça, c'est le modèle haut de gamme. Hein. C'est le modèle haut de gamme parce qu'il y a des modèles moins coûteux qui sont à partir de 30 $, je crois, là, de Roku. Ça, c'est le haut de gamme avec le port USB. Ça peut donner une deuxième source à votre vieux téléviseur si vous n'avez pas un téléviseur intelligent puis vous en voulez un. C'est une façon moins chère d'en profiter, définitivement. Et voilà. Merci, Pascal. Moi, je suis allé dans un autre registre complètement. Oui, mais non. Parle très peu souvent. Il y a un lien, Alain. C'est un bidule. On va pouvoir le brancher dans son Roku pour avoir du contenu. Ça pourrait servir à être branché. C'est un disque externe et ça s'appelle le Disc Assure Pro 3 d'une compagnie britannique du Royaume-Uni qui s'appelle iStorage. C'est pas quelque chose de très, très, très connu ici comme marque, mais c'est vraiment le parangon de la sécurité des données numériques. C'est un disque dur que, si vous nous regardez en vidéo, vous voyez, il y a un petit pavé numérique. Il y a vraiment un clavier avec des touches physiques sur le disque. Alain, on dirait un téléphone que tu as dans la main. Je pensais que tu avais un vieux téléphone avec un pavé numérique touchtone dessus. Mais non, c'est un disque externe qui est vendu, je vais partir tout de suite avec la fiche technique, qui est vendu en version SSD, donc disque solide, ou en version disque dur classique, dans le fond, ce qui est beaucoup moins cher, mais on peut aller de 500 gigaoctets à 16 téraoctets dans le petit boîtier que j'ai dans la main. Il y a 3 petits DEL au-dessus du clavier, et tout ça ensemble, ça permet de chiffrer ces données à un niveau de conformité que l'armée américaine trouve pas mal cool, à un niveau de protection des données que les standards les plus élevés de sécurité informatique acceptent. Donc, si vous avez des données et vous y tenez, si vous avez le code, la clé des premiers millions de bitcoins qu'on ne sait pas si cette chose est perdue ou pas, oui. Vous les mettez là-dessus et vous la perdrez jamais. En tout cas, vous pouvez la protéger des yeux malicieux, d'autres personnes qui voudraient subtiliser vos données. Je vais vous dire tout de suite, restez avec moi pour la suite, mais cette version-là que j'ai sous la main, elle fait 2 téraoctets et elle coûte 1100 $. Oh, je m'éloigne du micro pour hurler. Ouch! Prenez le temps de tomber en bas de votre chaise, relevez-vous et restez avec nous parce que je vais vous expliquer après quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça. Mais avant qu'on en parle, la norme de validation, de conformité, tout ça, c'est FIPS 140-3 niveau 3. C'est genre la plus récente norme de sécurité des données. Le gouvernement américain s'en sert, donc c'est vraiment un niveau de si tu as vraiment des données extrêmement confidentielles, ça va les protéger. Il est un petit peu plus gros qu'un disque USB normal, mais il n'est pas plus lourd. Et il vient avec un petit étui de protection. Et en fait, il est vendu aussi en 3 ou 4 couleurs. Là, donc, c'est pour le point de vue esthétique, on s'en tire quand même pas si mal. Écoute, à ce prix-là, s'il n'est pas bordé de diamants... Il y a un truc. Le clavier, les touches, c'est des touches qui sont recouvertes d'un époxy qui ne s'use pas à l'utilisation. Donc, au fil du temps, on ne saura pas que les 4 chiffres que vous utilisez, c'est ceux qui sont les plus usés sur le pavé. 1, 2, 3, 4. Et il y a 2 niveaux de code. Il faut rentrer un code utilisateur et un code administrateur. Ce que je trouve un petit peu, je veux dire, absurde, c'est que si vous oubliez le code utilisateur, vous pouvez utiliser le code administrateur pour le déverrouiller et réinitialiser le code. Mais si vous oubliez un, il y a des chances que vous oubliez l'autre aussi. Ça, c'est... c'est pour un usage commercial. C'est pour un usage commercial. Le responsable de la sécurité peut donner à un employé un code personnel et si jamais on doit réutiliser le disque, il y avait SanDisk, je crois qu'il offrait des clés USB comme ça. IronKey, c'est pas... j'ai le logo en tête, là, je l'ai pas loin ici, mais il fallait entrer un code et justement, il y avait un code de réinitialisation. Exact. Pour réutiliser une clé qu'un employé... c'est effectivement, si on déploie un groupe de disques, on peut avoir des codes séparés par disque et un gros groupe super code pour l'admin. Ce sont des codes d'au moins 8 caractères, donc c'est des codes très longs. Je dis 8, puis c'est peut-être même plus que ça, c'est peut-être 12, mais je pense que ça commence à 8. Donc c'est pas juste le NIP pour déverrouiller votre téléphone, c'est plus que ça. Si vous entrez incorrectement 15 fois de suite le code utilisateur, l'appareil se verrouille. Il faut ensuite utiliser le code admin pour le déverrouiller. Si vous utilisez incorrectement 15 fois, ou si vous entrez incorrectement 15 fois le code admin, le disque s'efface au complet. Donc, essentiellement, vous avez 29 chances, ou 30 en tout cas, pour avoir le bon code, après quoi vous perdez les données qui sont dessus, si vous utilisez les 2 codes combinés nécessairement. Et pour que tout ça fonctionne, il faut... on peut le brancher
pour garder la mémoire, tout ça, ça prend de l'énergie, mais ça se recharge automatiquement par connexion USB. C'est un port USB-C, ça va très vite. Il n'y a pas de souci en termes de durabilité par rapport à ça. Il y a aussi, on peut entrer un code PIN, un troisième code, d'autodestruction. Ça supprime instantanément tout ce qui est contenu, les clés de chiffrement, les données, tout le kit. C'est vraiment, écoute, c'est de la sécurité pour les paranoïaques, il n'y a aucun doute là-dessus. On met le thème de l'émission Impossible pendant ce temps-là. C'est un peu ça, exactement. Le seul moyen de s'en sortir, c'est qu'il faut savoir le code, puis il faut même porter un faux masque de la personne qui l'utilise, probablement. Il y a une licence à vie incluse pour le logiciel Nero Backup, qui est le logiciel de sauvegarde de sûreté en nuage. Et il y a une licence aussi d'1 an pour la version Drive Security du storage en nuage de iStorage, c'est la compagnie qui fait le disque. Ça enlève une petite douleur financière au prix total. Je vous disais 1100$ pour cette version-là à 2 Teraoctets. Il y a la version, ça c'est le SSD, mais la version à disque dur normal est 600$. Donc elle est quand même chère, mais un peu moins. Parce qu'on le sait, on peut avoir des disques externes, il y a un USB de 2 Teraoctets pour probablement 150$ ces jours-ci. Là, c'est pas très cher, mais c'est pas sécurisé. Et c'est pas mal plus fun d'avoir une sécurité, un chiffrement physique sur l'appareil que d'avoir sur une fois qu'on le branche puis qu'il surgit à l'ordinateur, parce qu'on peut le faire sur n'importe quoi. On peut brancher ça, tu l'as dit tantôt, dans un Roku. On peut le brancher dans son téléphone. La plupart des téléphones utilisent maintenant les espaces de stockage externes. Dans n'importe quoi, sa console de jeux vidéo. Et partout, on le déverrouille, ça se fait sur l'appareil. Donc, ça assure une compatibilité maximale. Et ça se transporte très bien dans un sac de travail. Et si on le perd, on n'a pas le souci, parce que c'est quand même assez sécurisé, de dire « Ah non, je l'ai perdu, la fin du monde s'en vient ». Donc ça, c'est un gros truc. D'avoir des copies locales de ces données, c'est bien, mais si tu as ce risque-là de les perdre, ou que quelqu'un qui vole ton sac a accès à toutes les données, il faut que ce soit codé, et c'est là que ces solutions-là sont intéressantes. Et pour finir sur le prix, parce que je vous disais, je vais vous rendre ça pas mal moins pénible à la fin, nous sommes rendus à la fin, donc voici ce que je vous propose. On achète des téléphones maintenant qui coûtent facilement 1800$, là, quand on les équipe moindrement. Vous pouvez acheter un téléphone moins cher, sauver un petit peu d'argent, puis acheter ça, parce que imaginez perdre votre téléphone. La plupart des gens, de quoi ils ont peur quand ils perdent leur téléphone? Perdre leurs données sur le téléphone, l'appareil comme tel. Bon, ben là, vous les mettez là-dessus et elles sont chiffrées, et si vous égarez quelque chose, vous savez qu'elles sont là et qu'elles ne peuvent pas être dérobées à votre insu. À moins que vous répétiez votre code à voix haute en dormant la nuit, et les chances sont assez minces quand même. Et là, ça nous amène à une autre question qui est comment on fait pour se rappeler de tous ces mots de passe et tous ces codes qu'on a dans la vie. Mais ça, c'est une autre conversation qu'on aura une autre tantôt, parce qu'il y a des trucs. Mais ne pas les écrire en dessous de son clavier est un bon truc aussi pour les protéger. Ne pas l'écrire sur le disque. Ne pas l'écrire à l'endos du disque, oui. À l'endos du disque, ce serait pas une bonne idée. Et je te parlais de la solution similaire, un peu moins coûteuse, mais plus coûteuse qu'un disque standard, c'est les Iron Key de Kingston, qui ont un code dessus. J'ai un article là-dessus sur mon billet. Je vais le mettre dans la description de la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent. En tout cas, ça vaut la peine d'être vu si vous avez des dossiers. Oui, c'est magnifique. Tout ça. Celui-là, le iStorage Disc Pro 3, qui est le tout nouveau modèle de cette gamme de disques. Ils ont des disques plus gros aussi, plus chers. Vous pouvez dépenser une petite fortune si vous voulez. Allez voir ça. Ça se trouve en fait sur Amazon au Canada. C'est pas vendu directement par iStorage, mais il passe par Amazon, donc ça se trouve en ligne et ça s'achète très bien. Voilà, c'est la fin de mon essai. C'est la fin de l'émission aussi, Pascal. On est arrivé au bout d'une émission costaud. Oui, monsieur. On remercie TELUS et Plan Hub, fiers partenaires de notre émission. C23, le groupe Cogeco, qui diffuse et distribue partout notre podcast. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. Alain McKenna, merci beaucoup. On peut te lire dans la presse, entre autres. On peut te lire un peu partout. PascalForgette.com de mon côté. N'hésitez pas, jetez des coups d'œil pour avoir plus de détails sur les bebelles dont je parle. C'est mon petit site à moi. Allez voir ça, ça vaut la peine. Sinon, prenez une petite pause. Abonnez-vous, écoutez nos anciens épisodes et prenez soin de vous. Nous, on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.